France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur Radio France Internationale et France 24. L'Union européenne ne sait que faire ni penser des bombardements décidés par Donald Trump et Benjamin Netanyahou contre l'Iran. Sans qu'elle ait eu son mot à dire dans l'embrasement de la région, elle doit subir de lourdes conséquences géopolitiques et économiques. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir de son retour de New York, où il enseigne à l'université de Columbia, Pierre Vimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de cabinet, je le rappelle, de 3 ministres des Affaires étrangères entre 2002 et 2007, puis ambassadeur aux États-Unis, ancien secrétaire général du service d'action extérieure de l'Union européenne jusqu'en 2015. Vous êtes aujourd'hui chercheur associé à Carnegie Europe, qui est un think tank. Vous déplorez la passivité de l'Union européenne dans le conflit en Iran. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu l'Europe, ou quand elle s'est exprimée, elle s'est comme trop souvent exprimée de manière extrêmement divisée. Ça a été noté par tous les observateurs. Encore une fois, c'est pas tout à fait nouveau. L'Europe est diverse, elle s'en félicite, et donc face à cette réalité qu'est l'Iran, les 27 États membres n'ont pas toujours les mêmes positions. Ce qui est dommage, c'est que ça prend beaucoup de temps pour se mettre d'accord, et plus encore pour passer à l'action. Or, je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une Europe un peu plus active, un peu plus agile sur le plan diplomatique, et capable de se faire entendre. Mais on n'a été ni associé finalement, ni même prévenu par les États-Unis. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On aurait dû réagir, encore une fois, peut-être d'une manière un peu plus unie, alors que c'est parti en ordre assez dispersé. Et puis aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que les Européens commencent à réfléchir à la manière dont ils pourraient peser un peu plus sur les événements qui sont en train de se dérouler. On voit bien, en tout cas du côté américain, qu'on commence à s'interroger sur jusqu'à quand faut-il continuer cette guerre. C'est peut-être le moment où l'Europe peut venir avec quelques idées pour trouver la manière de s'en sortir et de passer à autre chose. Rappelons quand même qu'en 2003, la France avait dit non à la guerre en Irak. Et c'était d'ailleurs vous qui étiez, Pierre Vimont, directeur de cabinet de Dominique de Villepin, lors de cet épisode mémorable, qui avait valu un boycott de nos vins français. Aujourd'hui, c'est l'Espagne socialiste de Pedro Sánchez qui a dit non et qualifie cette guerre d'illégale au regard du droit international, se voit menacée d'ailleurs d'embargo par Donald Trump. Oui, enfin, s'il avait envie de le faire, il fallait le faire. Et vous voyez bien d'ailleurs que peu à peu, les responsables européens le rejoignent. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a fait. Giorgia Meloni, et c'est intéressant, s'est également exprimé sur le sujet en disant que incontestablement il y avait eu violation du droit international et qu'on ne pouvait pas cautionner cette guerre. Et d'autres dirigeants se sont également exprimés sur le sujet. Donc oui, peu à peu, une certaine ligne européenne se dessine et c'est utile. La comparaison avec 2003 est toujours un peu difficile parce que 2003, il y a eu une lente préparation, je dirais, à cette guerre et surtout un gros travail qui avait été mené l'année précédente, en 2002, aux Nations Unies pour accoucher d'ailleurs d'une résolution patronnée par la France, acceptée par les États-Unis, qui avait mené à une inspection des sites armés irakiens à l'époque. Et donc, si la France avait pris cette position qu'on connaît en 2003, c'est précisément parce que nous estimions que les États-Unis ne respectaient pas les termes de cette résolution adoptée par les Nations Unies et sur laquelle on avait réussi à avoir un consensus. Là, les Nations Unies ont été squeezées. On n'en a même pas entendu parler et les Américains ont vraiment agi de manière unilatérale avec les Israéliens. Alors, doit-on vraiment du coup mettre à disposition toutes les bases de l'OTAN, françaises, allemandes, italiennes, vous l'avez dit, portugaises, etc., pour que les Américains mènent des frappes auxquelles on refuse d'être associé ? Non, mais c'est bien sûr la position qui a été prise par l'Espagne. La Grande-Bretagne aussi a pris une position
plus mesurée, mais néanmoins assez ferme. La France aussi, en disant que nos bases étaient à la disposition des autorités américaines pour les ravitaillements ordinaires, habituels, de routine, mais qu'en revanche, elles ne devaient pas, d'une manière ou d'une autre, participer à l'effort de guerre mené actuellement contre l'Iran. Donc les choses sont assez claires de ce côté-là. Alors avec le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du baril est passé à 100 dollars avant de redescendre. La Commission européenne estime qu'il n'y aura pas de flambée des prix. De nombreux pays débloquent une partie de leurs réserves stratégiques. Vous croyez néanmoins à un choc pétrolier gazier ? Écoutez, la mesure qui a été prise par la communauté internationale et notamment l'Agence internationale de l'énergie, 400 millions de barils dégagés rapidement comme cela, c'est sans précédent au niveau du montant. C'est un effort considérable qui visiblement a eu l'effet d'apaiser un peu les marchés. Il va falloir observer maintenant l'évolution sur le terrain et notamment ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Si on assiste, comme ça a été le cas déjà hier, à d'autres attaques contre des navires portant du pétrole, le risque est quand même que le marché soit plus inquiet. Et puis surtout, à l'heure actuelle, en matière de navigation maritime, les assureurs ne veulent plus assurer les transports de pétrole dans la région du Golfe et notamment par le passage du détroit d'Ormuz. Donc la pression demeure et c'est une raison supplémentaire pour laquelle il faut continuer à mettre l'accent sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire essayer d'arrêter ce conflit le plus vite possible. Alors Pierre Vimont, pendant le conflit en Iran, l'Union européenne poursuit ses travaux sur plusieurs sujets. Cette semaine, l'Europe en bref nous est proposée par Aline Bottin. Tour de vis sur l'asile avec une alliance de la droite et de l'extrême droite au Parlement européen. La commission parlementaire des libertés civiles a approuvé le règlement retour. La réforme prévoit la création de plateformes de retour situées hors de l'UE, dans des pays tiers ayant conclu un accord avec celle-ci. Les migrants qui refusent de coopérer pourraient être placés en détention jusqu'à 24 mois, y compris les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants. Le centre, la gauche et des ONG dénoncent des méthodes comparables à celles de la police anti-immigration américaine ICE. Le texte doit encore être voté en session plénière au Parlement d'ici un mois. La France, victime collatérale du conflit au Moyen-Orient. Un soldat français, Arnaud Frion, adjudant-chef, a été tué lors d'une frappe de drone dans la région d'Erbil au Kurdistan irakien. D'autres soldats ont été blessés dans l'attaque revendiquée par un groupe armé pro-iranien. Celle-ci intervient alors qu'Emmanuel Macron souhaitait que la France reste dans une posture strictement défensive. L'Allemagne, qui a fermé ses dernières centrales nucléaires en 2023, oppose une fin de non-recevoir à Ursula von der Leyen après ses propos au sommet international sur l'énergie nucléaire à Paris. L'Europe a commis une erreur stratégique en tournant le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faible émission. La présidente de la Commission a annoncé une garantie de 200 millions d'euros pour investir dans les technologies nucléaires innovantes, comme les mini-réacteurs. La part du nucléaire dans l'électricité est tombée à 15% aujourd'hui, contre 30% il y a 35 ans. Pierre Vimont, le nucléaire civil, les mini-réacteurs français qui font un retour en grâce au niveau européen, c'est une solution pour justement parler de cette dépendance énergétique de l'Union européenne. Est-ce que c'est une solution ? En tout cas, c'est peut-être pas une solution à court terme, ça c'est vrai. C'est une solution et d'ailleurs la France n'avait cessé de le plaider. On se réjouit que Madame von der Leyen revienne à de meilleurs sentiments vis-à-vis du nucléaire, parce que ça n'a pas été toujours le cas dans le passé. Mais il est certain que l'énergie solaire, l'énergie éolienne sont importantes. Mais l'énergie nucléaire est essentielle et on le voit bien d'ailleurs actuellement dans la guerre avec l'Iran. La France, il y a quelques années, au moment de la guerre d'Ukraine, où la crise énergétique s'était posée parce qu'il n'y avait plus de gaz russe. À l'époque, le parc nucléaire français était en réparation. Et aujourd'hui, cet effort de réparation ayant été réalisé, nous avons quand même une
plus grande confiance et le sentiment qu'on est dans une meilleure position actuellement avec le risque donc de cette crise pétrolière dans le Golfe. Vous avez parlé d'efforts diplomatiques. Le président français a eu au téléphone les principaux acteurs de la région. Mais la fin de la guerre semble dépendre des décisions du seul Donald Trump et de Benjamin Netanyahou qui sont peu enclins à écouter les Européens. Oui, il faut peut-être faire une distinction entre les États-Unis et Israël de ce point de vue-là. Le président Trump dit en effet, c'est à moi de décider, c'est assez conforme à son tempérament, mais selon les jours d'ailleurs, il dit je considère que j'ai à peu près réalisé tous les objectifs que je voulais obtenir et que donc peut-être que la fin est proche. Du côté israélien, cela doit continuer longtemps. Donc on va voir. Ce qui est frappant du côté américain, c'est que l'opinion publique, selon les sondages, n'apprécie guère cette guerre, que les marchés financiers sont assez nerveux, on le voit autour de la crise du pétrole, et que donc ce sont des éléments qui comptent pour le président américain. Donc il faut voir comment cela va se passer. Il me semble qu'en tout cas, du côté européen, nous avons intérêt à essayer de faire tout notre possible pour faire prendre conscience à peu près à tout le monde que cette guerre doit s'arrêter le plus vite possible. L'Europe se concentre donc sur ce conflit en Iran. Est-ce qu'elle ne se détourne pas un peu trop de la situation en Ukraine de plus en plus dramatique, au bord de la faillite? Volodymyr Zelensky était en visite à Paris ce vendredi. Et d'ailleurs, on sent la fébrilité chez ce président ukrainien qui a menacé le dirigeant hongrois Viktor Orban, qui bloque 90 milliards de prêts européens à l'Ukraine. Oui, vous avez raison. La situation financière de l'Ukraine est difficile. C'est bien pour cela qu'on avait décidé du principe de ce prêt de 90 milliards d'euros. Qu'on avait d'ailleurs également un accord sur un 20e paquet de sanctions contre la Russie et que la Hongrie, accompagnée de la Slovaquie d'ailleurs, a mis son veto. Comme vous le savez, les discussions sont en cours pour essayer de surmonter ce blocage hongrois. On pense qu'on pourra y arriver, mais que cela prend du temps. La Commission est assez optimiste sur l'idée qu'on arrivera à un accord. Il est probable qu'on en reparlera au prochain sommet européen, le prochain Conseil européen qui va avoir lieu dans quelques jours, parce que c'était à l'occasion du Conseil européen précédent que la Hongrie avait donné son accord tout à fait formel sur ce prêt de 90 milliards. Donc se pose la question éventuellement de prêts relais pour surmonter les quelques jours qui restent avant qu'on arrive à un accord sur les 90 milliards. Et là, il y a un certain nombre d'États membres qui sont prêts à faire un effort particulier, national, pour aider l'Ukraine à surmonter ces difficultés temporaires et arriver enfin à cet accord de 90 milliards. Alors, Vladimir Poutine, qui revient dans la course à l'occasion de cette guerre en Iran et se propose comme médiateur à Trump, le prix du pétrole qui flambe et qui enrichit la Russie, le grand gagnant de cette guerre en Iran, ce sera la Russie ? C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais je dirais que ça confirme en tout cas une chose, c'est la stratégie russe depuis le début de cette guerre et depuis le début des négociations tentées par les Américains. La stratégie russe, c'est de gagner du temps, parce que dans l'esprit des Russes, de nouveaux événements peuvent arriver. Du côté ukrainien, il peut y avoir de nouvelles faiblesses, et puis dans la conjoncture internationale, il peut y avoir des événements qui nous favorisent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la guerre en Iran. Donc oui, la Russie est en train d'en profiter parce que le prix du pétrole augmente, parce que les sanctions qui avaient été prises par les Américains contre le pétrole russe ont été suspendues. Et donc oui, ils se retrouvent dans une meilleure position. J'ajouterais que de manière générale, l'attention des dirigeants de tous les pays est plutôt tournée vers la guerre en Iran. Actuellement, ils se détournent un peu de l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'on voit bien que Volodymyr Zelensky est un peu frustré de cette situation. Il s'est exprimé récemment dans différentes interviews et il ne cache pas sa frustration. Et donc il faut en effet faire attention. Il faut que les Européens restent attentifs à la situation en Ukraine. La question des drones est à nouveau centrale. L'Ukraine aide les pays touchés par l'Iran au Proche-Orient à se doter de drones d'interception performants qu'ils ont développés à l'occasion de la guerre en Ukraine. Justement,
justement. Et à l'opposé, Vladimir Poutine fournit des renseignements précieux et des drones à l'Iran pour l'aider finalement dans cette guerre. Et les fils de Trump vont d'ailleurs fabriquer des drones de combat. Vous retenez quoi de cet épisode drone ? C'est que, quelque part, la ligne de partage que l'on observe dans la guerre en Ukraine se retrouve dans la guerre en Iran, avec ce jeu un peu particulier de Trump, dont on ne sait pas trop de quel côté il est, mais lui répond que puisqu'il il essaye de négocier un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, il doit être neutre et qu'il doit être un médiateur utile. Et vous voyez bien que sur la guerre en Iran, c'est en effet Trump qui a appelé Poutine pour examiner avec lui la situation et voir comment éventuellement la Russie pourrait l'aider. Donc on voit bien que tout ça peut avoir à terme des répercussions sur la guerre en Ukraine. Poutine ne fera pas de cadeau en Ukraine, et que si jamais, d'une manière ou d'une autre, il se révèle un médiateur utile, un interlocuteur utile pour essayer de sortir de la guerre en Iran, il demandera à être payé en retour en Ukraine. Qu'est-ce que vous attendez du sommet de mars, sommet européen, comme décision importante et qu'il faudrait mettre sur la table? Vous savez que c'est un sommet qui doit plutôt parler des affaires internes, comment relancer l'économie européenne, comment la remettre au niveau dans le domaine des nouvelles technologies, peut-être aussi parler un peu des capacités industrielles en matière de défense. Dans les conclusions finales, il y aura sûrement un paragraphe ou plusieurs sur la guerre en Iran, mais je pense qu'il y aura aussi des paragraphes sur l'Ukraine et sur en particulier une solution pour le blocage actuel de la Hongrie et de la Slovaquie. Merci Pierre Vimont d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale, où nous continuons à suivre le cours de cette actualité internationale mouvementée.